problème, il y a d'abord le mot lui-même, n'est-ce pas? Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Démos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie. Ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire, c'est une démocratie directe. Comment il exerce à Athènes, par exemple? Il exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclésia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulée, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi, ce qui veut dire que 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, on peut les changer. Et puis, la démocratie est exercée par le fait que les tribunaux ne sont pas faits par des juges professionnels, ne sont pas composés par des juges professionnels. Les juges sont tirés au sort. Il y a un système extrêmement compliqué que Aristote décrit dans la Constitution des Athéniens pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible et pour que tout le monde ait des chances égales de participer à ces tribunaux. Donc c'est les tribunaux populaires qui jugent toujours, selon les lois bien sûr. Et puis il y a bien entendu des magistrats. Alors ces magistrats sont, on peut les classer en 2 catégories. Il y a des magistrats qui représentent en un certain sens la cité, la police. Et ces magistrats-là sont tirés au sort parmi tous les citoyens, puisque tout citoyen est supposé être également capable que tout autre de représenter la police et d'exercer les fonctions de magistrat. Et puis à certains offices, certains postes, dont les Athéniens, par exemple, considèrent qu'ils impliquent pour leur exercice un savoir spécifique, c'est-à-dire une techné, c'est un des sens du mot techné, et là, il n'est pas question de tirer au sort, on élit parce que l'élection, comme le pensent les Athéniens, comme ils le disent, comme le dira aussi Aristote, l'élection est évidemment un principe aristocratique. Aristote, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Bon. Quand on élit les meilleurs. On ne connaît pas de député qui se présente aux gens en disant « Élisez-moi, je suis le pire. Hein » Il dit « Je suis le meilleur. » Mais ça vaut pour les domaines où il y a un savoir spécifique. Par exemple, si on veut construire des bateaux, on élit un magistrat responsable pour cette construction des bateaux ou pour la construction des murailles, et on élit 10 stratèges, c'est-à-dire 10 chefs de guerre parmi les gens qui sont supposés s'y connaître le mieux dans ces affaires-là. Ces postes-là sont électifs, mais ceux qui sont élus peuvent toujours être révoqués d'une certaine façon. C'est-à-dire un citoyen peut engager une procédure en disant « Périclès a violé la loi » en faisant telle et telle chose, et le tribunal décide. Or, ça, c'est la conception de la démocratie qui a été créée là, qui va de pair avec ce qu'il faut bien appeler la création de la politique, au sens profond du terme. La politique, c'est pas, dans la conception grecque, uniquement, pas du tout même, les intrigues sur un pouvoir qui existe. Ça existait toujours. Chez les Chinois, chez les Indiens, chez n'importe qui, chez les Aztèques, il y a un roi où il y a des prêtres, et puis ils intriguent, et puis il y a une question de comment gérer le pouvoir. Et la politique chez les Grecs, c'est comment faut-il instituer la société. C'est-à-dire, quelle est la bonne société, quelle est la juste société, et par quelles institutions cette bonne, juste société peut s'incarner. Et la réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous ces lois qui peut décider de quelles sont les meilleures lois.
Donc ça, c'est la liaison avec la politique qui conduit tout de suite à une liaison avec la philosophie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui aussi conduit par opposition au moderne, alors là c'est un problème énorme, à l'opposition entre la démocratie directe et ce que les modernes ont inventé comme démocratie représentative. Chez les Grecs, il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats, n'est-ce pas? Ces magistrats ne sont pas des représentants au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons. N'est-ce pas? C'est simplement des émanations de la cité qui l'incarnent à certains égards et pour certaines fonctions. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit, ben, pendant 5 ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires, dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces 5 ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et même le jour des élections, mais enfin ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider? On leur présente 2 personnages ou 2 partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les 5 années précédentes. Bon. Alors, bon, il y a là une énorme différence, et une autre différence aussi, qui est dans le terme, enfin pas dans le terme de démocratie, mais dans la conception des Athéniens, des cités démocratiques en Grèce, c'est qu'il n'y a pas d'État, à vrai dire. Et là, il faut peut-être faire, si on a le temps, une petite parenthèse. Bon, les modernes ne comprennent pas ça. On a retrouvé, Aristote était un grand philosophe, mais qui a vécu après, pratiquement, la grande période démocratique. Mais c'était un philosophe très, comment dire, terriblement travailleur, terriblement précis. Il avait créé une école et il a réuni à peu près 160 politeies, c'est-à-dire constitutions de cités grecques et même de certaines cités étrangères. Elles ont été toutes perdues, mais vers 1880, on a trouvé sur un papyrus la constitution des Athéniens, Athénaïon Politeia. Bon. Or, tous les philologues ont traduit le titre de ce livre, et dans la collection Budé, ça apparaît encore, la constitution d'Athènes. Pour les Grecs, pour Aristote, pour Thucydide, quand il écrit la guerre du Péloponnèse, quand il parle de l'entité politique que nous appellerions Athènes, n'est-ce pas? Il ne parle jamais d'Athènes. Athènes est une expression géographique. À tel moment, Alcibiade est partie d'Athènes. Mais les Athéniens, cet hiver-là, ont décidé, les Lacédémoniens ont décidé. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis finalement de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, le Léviathan, comme a dit Hobbes. Ce monstre, de temps en temps, sort, n'est-ce pas, de sa grotte et demande 10 000 jeunes gens, 40 000 jeunes filles pour les manger, 100 000 personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monstre. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier, qui s'appellent les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État. Et on peut le voir avec quelque chose, sur un point qui est très amusant, c'est le problème de la délation. Il faut arrêter peut-être. 90. Donc, vous le problème de la délation. Oui. Alors, nous avons une conception de la délation. Dénoncer quelqu'un, en principe, ça ne se fait pas, c'est même infâme. Déjà, ça commence à l'école, c'est un d'honneur, etc. Mais enfin, bon, actuellement, je ne sais pas quelle est la mentalité, mais enfin, je pense que même un meurtrier, on le dénoncerait. Bon. Et il y a un passage de Platon
Platon, lui aussi, étant la décadence, c'est après la démocratie, il est la démocratie, il a décrit de façon tout à fait calomniatrice, mais ce n'est pas le problème. Il discute dans un livre qui s'appelle Les lois, et il veut régler la question de la délation, disant qu'est-ce que le délateur peut faire, doit faire, si bon. Il veut réglementer d'une certaine façon la délation, et les philologues et les philosophes modernes sont ahuris devant ce phénomène, et les plus, comment dire, indulgents parmi eux disent évidemment, comme à Athènes, il n'y avait pas de tribunaux professionnels, qu'il n'y avait pas de procureur, que les policiers étaient des esclaves, les policiers de la ville étaient des esclaves, bon, qui étaient sous les ordres d'un magistrat qui lui était un citoyen. Bon. Évidemment, les Athéniens étaient obligés de recourir au fait que chaque citoyen pouvait dénoncer quelqu'un d'autre. Mais si on réfléchit, on peut voir toute la différence de la conception. Ou bien les lois sont mes lois. Je les ai votées. Même si j'étais minoritaire, j'étais contre cette loi, mais j'accepte la règle démocratique. C'est-à-dire, une loi qui a été votée, c'est notre loi. À la limite, si je n'en veux pas, on y reviendra encore, je peux quitter la ville. Bon. Sans demander l'autorisation de personne. Bon. Si les lois sont mes lois, et si quelqu'un d'autre les transgresse, ça appartient aussi à moi, et pas à un corps professionnel spécialisé de faire observer la loi. D'où le fait que tout citoyen athénien peut accuser n'importe qui d'autre d'avoir commis tel ou tel délit. Ceci qu'il s'agisse du droit criminel habituel, ou qu'il s'agisse, et c'est le plus important d'ailleurs, enfin, de la sphère politique. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore la conception que la loi, c'est pas notre loi. Que la loi, c'est la loi du roi. En Angleterre, d'ailleurs, le procureur s'appelle toujours l'avocat de la couronne. N'est-ce pas? Bon. Donc, c'est leur loi. Nous sommes toujours les serfs, hein, qui essayons de nous tirer de la réglementation imposée par le seigneur ou par le roi. Donc, nous ne nous dénonçons pas entre nous, puisque de toute façon, la loi, c'est la loi des autres. Alors, moi, je ne plaide pas pour la délation ou contre la délation, mais je veux montrer par là la différence de deux conceptions de notre rapport à la loi, à l'application de la loi, à la transgression de la loi. Évidemment. Ça, c'est le problème qui a été posé depuis qu'il y a eu les sociétés nationales grandes déjà au 18e, 17e, 18e, etc. Peut-être une remarque préalable serait nécessaire. Moi, je ne dis évidemment pas que la police des Athéniens, enfin la cité des Athéniens, leur constitution, institution de la cité, c'est un modèle. Ce serait de la folie. Non seulement à cause de la dimension physique, à cause d'une foule d'autres choses. Je dis simplement que c'est un germe. C'est-à-dire que nous pouvons nous inspirer de cela pour essayer de penser autrement notre relation à la loi, notre relation à la collectivité, notre relation au pouvoir. Or, dans le domaine que nous discutons, ce germe signifie quoi? Et combiné d'ailleurs avec l'expérience des temps modernes. C'est qu'à partir du moment où j'ai une représentation fixe et stable des représentants du peuple, ça Rousseau le savait déjà, il le dit. Rousseau dit les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent leurs députés une fois tous les 5 ans. Eh bien, ils sont libres un jour sur 5 ans. Et même là, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'était trop concédé. Parce que même ce jour sur 5 ans, ils ne sont pas libres, les jeux sont déjà faits. Les dés sont faits. Bon. Mais nous ne pouvons évidemment pas penser qu'il peut y avoir une ecclésia, une église des 55 millions de Français ou des 35 millions qui sont sur la majorité politique électorale. Mais nous pouvons nous inspirer de l'idée de la démocratie directe. Et nous pouvons essayer de trouver des formes par lesquelles, d'abord, au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau des autres institutions, les gens s'autogouvernent,
et que toute délégation qui est faite vers des organes centraux reste sous le contrôle des populations, n'est-ce pas? Or, ça, les temps modernes ont donné des exemples de cela. Le mouvement ouvrier a donné des exemples de cela. Les conseils ouvriers ou les soviets, avant qu'ils soient tout à fait dominés par le parti bolchevique, c'était cela. C'est-à-dire, on avait une délégation qui était échelonnée, si je peux dire, mais où chaque échelon qui déléguait à l'échelon supérieur pouvait toujours révoquer ceux qui l'avaient délégué. Mais la chose principale, la difficulté principale, à mon avis, avec les sociétés modernes, c'est pas là. Je veux dire, c'est pas de trouver des formes qui garderaient, qui rénoveraient l'esprit de la démocratie directe. D'abord, nous ne pouvons pas les trouver ici maintenant. Je veux dire, créer des formes de démocratie qui ne soient pas aliénantes, où les gens participent dans la société moderne, ça ne peut être que l'œuvre du peuple entier, et non pas d'un théoricien ou d'un artiste ou de je ne sais pas qui dirait voilà la recette, vous n'avez qu'à appliquer cela. Mais par rapport à ce problème représentatif, etc., l'essentiel c'est quoi? C'est que les citoyens anciens considéraient effectivement que la communauté, la police, était leur affaire. Ils se passionnaient pour cela, n'est-ce pas? Et que les individus modernes, c'est là que le bât blesse, ne se passionnent pas pour cela. D'où d'ailleurs ce phénomène tout à fait caractéristique du monde moderne. Nous avons des longues périodes de plus ou moins grande apathie politique, pendant laquelle les affaires communes sont gérées par des politiciens professionnels. Et puis nous avons de façon paroxystique, comme des crises, des révolutions. Parce qu'évidemment, les professionnels gérant le domaine politique ont été trop loin, ou ce qu'ils font ne correspond plus à ce que la société veut. La société ne peut pas trouver des canaux normaux pour exprimer sa volonté. On est donc obligé d'avoir une révolution, une crise sous cette forme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'activité politique dans les sociétés modernes ne peut se réaliser que sous cette forme paroxystique de crise qui surviennent tous les 10, 20, 40, 50, 70 ans, etc. etc. Alors que par exemple, dans l'histoire de la cité des Athéniens, nous avons à peu près 3 siècles, je laisse de côté le 4e, qui est pour moi en effet le siècle où la démocratie s'atrophie, disparaît, dégénère, etc., après la défaite de 404, à la guerre du Péloponnèse. Nous avons 3 siècles où il y a des changements de régime, mais où en tout cas, ces 3 siècles sont caractérisés par la participation constante, permanente des citoyens dans le corps politique. Ça ne veut pas dire des 100%, mais les plus récentes études, celle de Finlay par exemple, montrent que quand une affaire importante était discutée dans l'Assemblée du peuple à Athènes, il y avait 15-20 000 personnes sur 30 000 citoyens. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui partaient à 2 heures du matin de Sounion ou de Laurium ou de Marathon pour être sur la Pnyx au moment du lever du soleil, quand les Prytanes annonçaient que la délibération était ouverte. Et ils faisaient ça pour rien. Le salaire ecclésiastique a été introduit beaucoup plus tard. Ils perdaient leur journée de travail, ils perdaient leur sommeil pour aller participer. Et ça, il faut opposer avec une phrase qu'a très bien dite Benjamin Constant, vers 1820 déjà, quand il oppose la démocratie chez les modernes, la démocratie chez les anciens, où il dit à peu près cela. Constant était un libéral, il était pour la démocratie représentative, il était pour le suffrage censitaire, il pensait que les ouvriers, étant donné leur occupation, ne peuvent pas vraiment s'occuper de politique, etc. Donc il faut que les classes cultivées, s'en occupent. Et il disait, de toute façon, pour nous autres, ce qui nous intéresse, nous autres modernes, c'est pas de participer aux affaires publiques. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est la garantie de nos jouissances. Cette phrase a été écrite pendant les premières années de la Restauration en France, il y a 160 ans, et elle dépeint tout à fait typiquement l'individu moderne. Il demande à l'État la garantie de ses jouissances, c'est tout. Permettez-moi de reprendre un mot que vous avez dit, c'est pas Démos omniscient, un sage. Hein? Et là, je vais faire une longue parenthèse. Là encore, on est dans la mentalité des germes
il y avait à Athènes une disposition que moi je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelait graphe paranomon, accusation d'illégalité. Le démos ne se considérait pas omniscient. Le démos pouvait voter une loi, n'est-ce pas? Et ensuite, un citoyen pouvait traîner devant les tribunaux la personne qui a proposé cette loi en disant qu'il a proposé une loi qui est illégitime ou contraire à des lois plus fondamentales de la cité ou à l'ensemble de l'esprit de la constitution des Athéniens. N'est-ce pas? Le démos ne se considérait pas comme omniscient. Il n'y avait pas ce que les modernes ont appelé la division des pouvoirs, mais il y avait le fait qu'avec cette procédure, en un sens, le peuple pouvait faire appel de ses propres décisions devant une autre section de lui-même. Et il faut imaginer, vous avez un jour, c'est l'ecclésia, il y a le peuple, il y a un habile orateur qui entraîne les gens dans un moment passionnel à voter quelque chose. Ça devient une loi, c'est vrai. C'est un des risques de la démocratie. Ça n'est pas moindre d'ailleurs avec le Congrès ou le Parlement ou n'importe quoi d'autre, ou un président de la République. Bon, voilà. Mais il y a le contrôle, il y a la possibilité du contrôle. C'est-à-dire que le lendemain ou 10 jours plus tard, un citoyen va devant un tribunal qui est tiré au sort et qui est composé de 1501 citoyens, qui lui délibère dans le calme et qui dit, Chris Marker, Castoriadis, a entraîné le peuple à voter une loi qui est illégitime, il faut le condamner, on le condamne, et la loi est annulée de ce fait. Bon. Donc, ce n'est pas un démos omniscient, et nous, modernes, nous avons encore, et ça se voit dans 1001 domaines, l'illusion d'un savoir absolu dans la politique. Ça vient de loin, ça. Bon, ça vient de Hegel, ça vient de Marx, ça vient de Platon aussi, d'ailleurs. Bon. Il y a des gens qui ont une épistémé politique, c'est-à-dire une science politique, et qui peuvent décider. Alors, ça, c'est faux. Ça, les Grecs le savaient, et moi, je prétends qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que c'est bon pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de science politique, sauf au sens universitaire de décrire la constitution du Costa Rica, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Dans la politique, nous avons uniquement de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion. Il y a bien sûr des opinions meilleures et des opinions moins bonnes. Il y a des opinions qui peuvent être argumentées et des opinions qui ne peuvent pas être argumentées, n'est-ce pas? Bon. Mais le débat politique, c'est un débat entre opinions. Et nous avons l'idée, les modernes, qu'il y a des gens qui possèdent une science politique. Nous avons aussi l'idée qu'il y a une technicité de la politique et des affaires de l'État qui fait que le peuple ne peut pas gérer, ne peut pas gouverner, ne peut pas s'autogouverner. Or, ces deux idées sont fausses. Parce que la politique, encore une fois, est une question d'opinion et de jugement. Et cette opinion et ce jugement sur les affaires politiques, bien entendu, il est évident que tout le monde ne les possède pas au même degré. Peut-être ne les possédera jamais au même degré. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir des citoyens qui peuvent décider en connaissance de cause, la plupart du temps bien, entre des opinions différentes, avec des argumentations différentes. Or, pour que les citoyens arrivent à ce point, il faut qu'ils soient éduqués de façon correspondante. D'où l'énorme importance que les Grecs accordaient à ce qu'ils appelaient la pédaïa, c'est-à-dire l'élevage, l'éducation des jeunes, qui n'était pas du tout simplement une éducation technique ou une éducation, disons-le, scolaire, qui était au plus profond sens du terme l'éducation civique. C'est-à-dire tout le but de l'éducation, c'était d'amener cet enfant à arriver à l'âge de 18 ans, à faire ses 2 ans de ephebeia, c'est-à-dire de service militaire aux frontières de l'Attique, etc., où il apprenait les métiers des armes, puisque tout citoyen était aussi soldat, et après, de prêter le serment de la citoyenneté, ça il faudrait peut-être aussi qu'on y revienne, en étant éduqué pour devenir quelqu'un qui, comme le dit très bien Aristote dans sa définition de qui est un citoyen, peut à la fois gouverner et être gouverné. Mais être gouverné dans cette phrase d'Aristote et dans l'esprit grec, c'est pas être gouverné comme on gouverne un mulet, ni même, comme aurait dit Aristote, comme on gouverne un esclave que lui considère comme quelqu'un qui ne peut pas décider pour lui-même, n'est-ce pas? Être gouverné, c'est être gouverné en citoyen d'une cité libre.
Être gouverné, c'est pouvoir dire oui, maintenant l'orateur a raison ou il a tort, il faut voter cette loi, il ne faut pas voter cette loi. N'est-ce pas? Bon. Donc, pour nous modernes, il y a effectivement toute une tournure de l'éducation sociale qui détourne les gens des affaires publiques. Et ce n'est pas ces misérables heures d'éducation civique qu'on donne au lycée qui peuvent compenser cela. L'activité politique, c'est comme la nage. On apprend à juger en se lançant dans l'eau et en jugeant et en apprenant. Et dans la mesure où on maintient les citoyens dans la passivité, bien sûr, on leur apprend à être des citoyens passifs. Maintenant, cette société moderne, je disais tout à l'heure, elle a eu des révolutions. Elle n'a pas eu seulement des révolutions, elle a eu d'autres mouvements. C'est une société qui est quand même une société vivante. Bon, de tous ces grands mouvements des 10 derniers siècles, il reste des choses et ça bouge. Toute la question, c'est est-ce qu'elle peut produire encore un mouvement qui, profitant de l'expérience de tout ce qui s'est passé, profitant de ce que j'appelle, moi, la faillite du système représentatif, profitant bien entendu de la faillite des idées de parti unique, n'est-ce pas, de cette espèce de mascarade de socialisme qui est devenu un totalitarisme, etc., pourra comprendre qu'il faut des organes collectifs d'autogouvernement et qu'il faut une orientation de la vie publique et de l'éducation des enfants et des jeunes qui les rendent capables de participer de plus en plus aux affaires communes. Alors là, on ne peut pas donner de réponse, personne ne peut faire de prévision, mais moi je crois que tout homme honnête doit travailler dans cette direction. Oui, c'est ça le vrai problème. Ça, moi je l'appelais autrefois le problème de la dégénérescence de la révolution. Et on peut dire, c'est un peu, si vous permettez cette analogie, c'est comment transformer un grand amour en vie conjugale ou en vie en commun avec quelqu'un pendant 40 ans, avec le petit déjeuner, la vaisselle à faire, etc., etc. C'est-à-dire, vivre avec quelqu'un, c'est pas seulement des moments d'extase. Bon. Et les révolutions ont été un peu des moments d'extase. Et ce qui s'est passé dans l'histoire moderne, c'est que, comme vous le rappeliez très justement, il y a eu toujours au départ cette formation d'organes collectifs d'autogouvernement. Même l'armée de Cromwell l'était. Les colonies de la Nouvelle-Angleterre, les town hall meetings, les réunions des citoyens, n'est-ce pas? Bon, pendant la Révolution française jusqu'à la dictature jacobine, enfin, les municipalités, les sections parisiennes. Puis évidemment, les conseils ouvriers, là où ils ont été créés, encore aussi récemment qu'en Hongrie en 1956, ça a toujours été cela. Et puis, à partir d'un certain moment, ça retombe. Ça retombe en fonction de quoi? Moi, je crois que c'est un des problèmes, une des questions les plus profondes qu'on peut se poser sur l'histoire des sociétés modernes. Pourquoi chaque fois ça retombe, dans certains cas, en laissant des résidus importants, parce qu'après tout, nous vivons dans des sociétés, moi je ne les appelle pas démocratiques, je les appelle des oligarchies libérales, mais elles sont libérales. Nous pouvons ici maintenant faire cette émission et personne, nous sommes sûrs, personne ne va nous arrêter, etc. Bon, c'est un reste de ces grands mouvements. Mais je ne peux pas dire que la situation de la société actuelle, nationale et mondiale, est satisfaisante. Parce que le discours contemporain, conservateur, libéral, et même de certaines personnes qui avaient été de gauche et qui maintenant mettent en avant, je sais pas quoi, Tocqueville, le libéralisme, etc., c'est, voilà, l'histoire de l'humanité est terminée. L'histoire politique de l'humanité est terminée. Et la bobine aussi. Et la bobine aussi. Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante, mais le plus étonnant, c'est qu'elle est prise tellement auprès des gens qui autrefois avaient appris un certain nombre de choses, ils semblent l'avoir tout à fait oublié, qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. Alors, si on fait la liste de tout ce que l'humanité peut donner, avec la situation actuelle, avec l'Angleterre de Thatcher, avec les ventes d'armes à l'Iran, avec l'Iran Gate, avec la mort par inanition d'une énorme partie du tiers-monde,
avec la rivalité entre les deux grands, quels que soient les accords qui passent, etc., qui peut d'un moment à un autre déboucher à une catastrophe, avec les problèmes écologiques fantastiques qui existent. On s'aperçoit que cette position, l'histoire politique de l'humanité serait terminée, qu'on a trouvé la forme parfaite, est absolument inacceptable. C'est qu'il nous faut autre chose. Et cette autre chose ne pourra être à la mesure des problèmes qui se posent que si effectivement il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin, c'est nos affaires, n'est-ce pas? Que ça nous concerne, et que si on s'en occupe pas, ça nous retombera sur la tête, dans le cas extrême sous forme de bombes atomiques nucléaires, dans d'autres cas sous d'autres formes, n'est-ce pas? Moi, je ne pense pas d'abord, c'est très drôle d'ailleurs que vous disiez cela, parce que ça c'est l'idée de Heidegger, n'est-ce pas? C'est la fin de la philosophie, etc. Et je suis en train d'écrire un livre dont l'idée est à peu près celle-ci. Si on dit qu'il y a fin de la philosophie, il faut dire alors du même coup, il y a fin de la liberté. Parce que la philosophie, c'est cela. Et la philosophie telle que les Grecs, et pas Platon, déjà avant Platon, c'est les présocratiques, l'ont créée, c'est précisément que je suis libre de penser. Et je suis libre de m'interroger. Je ne suis pas arrêté par le fait que dans le Pentateuque, la vérité est déjà dite. Et ce que je peux faire au mieux, c'est faire un commentaire interminable des volumes du Talmud, les uns après les autres, mais où il y a toujours un cran d'arrêt. Il faut que quelque part tu justifies que ce que tu dis est compatible avec ce que notre Père qui est aux cieux a dit et qui est consigné dans le livre canonique. Bon, il n'y a pas cette vérité dernière, il n'y a pas une vérité incarnée par le parti ou par le secrétaire général. La question que se posent les Grecs, c'est ça l'origine de la philosophie. L'origine de la philosophie, c'est pas qu'est-ce que l'être. Parce que qu'est-ce que l'être, les Bantous ont une réponse. Tout le monde, les Chinois, les Indiens, il y a des trucs énormes. Non, c'est qu'est-ce que je dois penser, n'est-ce pas? Et ça commence par la critique des représentations de la tribu. Les gens croyaient que, et puis viennent les philosophes présocratiques qui disent mais tout ça c'est des histoires, on raconte, c'est des fables. En fait, le monde est fait d'eau, ou il est fait de l'apeiron, il est fait d'infini, comme dit Anaximandre. Idée d'ailleurs indépassable, parce que le monde est fait d'infini grand, et d'infini petit, et d'infini dans toute une série d'autres sens. Bon. Or, philosopher, c'est se demander qu'est-ce que je dois penser. Et ce que je dois penser ne peut pas s'éteindre. Une fois que la question a surgi, je suis toujours saisi par cette question. Que dois-je penser de l'être? Mais que dois-je penser aussi de mon savoir, de ma pensée de l'être? Commence le redoublement philosophique. Que dois-je penser de ce que je dois faire? Que dois-je penser de la cité? Que dois-je penser de la justice? Et tout cela, ça fait partie de ce projet de liberté que les Grecs ont commencé. Si les Grecs ont créé quelque chose, c'est la liberté. C'est la liberté de penser et la liberté d'agir. Et ça, on le voit d'ailleurs aussi, je pense que vous en avez parlé dans d'autres émissions, on le voit dans la libération fantastique de l'artiste créateur. N'est-ce pas? Vous prenez une statuette égyptienne, etc., et vous l'amenez à un égyptologue, il vous dira, c'est peut-être la 23e ou 24e dynastie, c'est pas sûr. Bon, c'est pas que le document manque, c'est que même quand l'art cesse d'être folklorique, c'est un art qui est dominé par un style traditionnel qui, bien entendu, change, mais change très lentement. Bon. Vous arrivez en Grèce, il y a Homère, peu importe s'il a existé ou s'il n'a pas existé au moment. Puis immédiatement après, il y a Hésiode, qui écrit aussi une poésie épique, ou enfin pas épique au sens, mais enfin dans les mêmes maîtres, l'hexamètre dactylique, etc.
eh bien, si on connaît un tant soit peu, il n'y a pas de confusion possible. Personne ne peut confondre un verre d'hésiode avec. C'est-à-dire, l'individu créateur apparaît. C'est ça la liberté. Et immédiatement après, il y a Archilochos et Sappho, qui écrivent tout à fait autre chose. Et avec une liberté absolument fantastique. Archilochos était un mercenaire. Il était un soldat mercenaire et un poète. Et il y a un vers d'Archilochos qui reste, où il dit ceci, j'étais à la bataille l'autre jour, on allait se battre, j'ai jeté mon bouclier pour m'échapper plus rapidement. La grande affaire, je pourrais en acheter un autre chez le marchand du coin. Dire cela dans une société où ce qui était prisé par-dessus tout était la valeur guerrière, ou avoir jeté son bouclier dans la bataille, c'était l'infamie à vie. Pouvoir le dire et être de ce fait même un poète prisé de toute la Grèce. C'est ça la liberté. Bon. Et c'est la liberté dans la création artistique, on la voit dans la fantastique rapidité de la succession des styles artistiques, des styles poétiques, des auteurs, des pensées, etc., et des changements des institutions. Et la philosophie, c'est cette liberté dans le domaine de la pensée. Je ne peux pas penser à une fin de philosophie, à moins que je pense qu'une nouvelle nuit va descendre sur l'humanité. Une nuit non plus peut-être religieuse, une nuit informatique peut-être une nuit télévisuelle, enfin, il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis, mais une nuit médiatique, une nuit informatique, une nuit totalitaire peut-être, une nuit écologique. Mais autrement, aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains qui peuvent avoir accès à cette tradition, ils continueront la lutte pour la liberté, qui est lutte pour la liberté de penser et lutte pour la liberté d'être avec les autres dans une cité, aussi grande que soient les dimensions de cette cité. Non, pas du tout, je disais une nuit informatique, parce qu'il y a là une tangente comme ça, il y a une possibilité comme ça, il y a une possibilité de... Bon, on le voit d'ailleurs, des gens qui sont fantastiques pour taper sur les machines, pour écrire du software, des programmes, etc., mais qui, en dehors de cela, ne s'intéressent à rien. Bon. Mais est-ce que l'outil lui-même pourrait pas être justement un des... Être un outil fantastique, moi déjà, pardonnez-moi de me citer, en 56-57, quand j'écrivais mon utopie, qui s'appelle Le contenu du socialisme, je disais que tous les problèmes économiques qu'on considérait comme un cauchemar, c'est-à-dire comment une production autogérée peut fonctionner sans entraîner de ce fait même une bureaucratie qui tendra à prendre le pouvoir, et bien à ces problèmes-là, les méthodes contemporaines, l'informatique, les ordinateurs nous donnent des possibilités de réponse. Parce qu'une énorme partie de la technicité qui entrait dans ces problèmes peut être confiée à des machines, à condition que ce soit effectivement sous le contrôle des citoyens. Mais ça enlève le fondement, si vous voulez, au pseudo-fondement, la justification technoscientifique, n'est-ce pas, à l'existence d'une bureaucratie qui dirait « taisez-vous, vous ne savez pas, nous savons que si telle chose doit être faite, alors telle autre chose doit être faite ». Je veux dire que l'informatique peut aussi bien dans la diffusion du savoir que dans la gestion de l'économie, par exemple, nettoyer le terrain, de telle sorte que les questions qu'on pose aux gens soient des questions qui ont un sens pour eux, parce que ça n'a aucun sens que je demande aux gens combien de charbon devraient produire l'année prochaine les mines du Nord. On me dit comme ça ne veut rien dire. Et personne ne peut répondre. Moins que tous, d'ailleurs, les charbonnages de France et l'électricité de France, dont on a vu combien ils se sont mis le doigt dans l'œil à répétition pendant les derniers 20 ans. Mais l'informatique permet précisément de comprimer tout cela et de faire sortir quelques grands choix fondamentaux. Disons, si vous préférez avoir une semaine de 30 heures avec le même niveau de consommation, voilà les implications. Si vous préférez continuer à travailler 39 ou 40 heures, vous aurez telle augmentation de la consommation. Que préférez-vous? N'est-ce pas? Oui, il y a cette fameuse phrase d'Aristote sur les esclaves. Il faut dire d'abord ceci, contrairement à ça encore, ça fait partie
des fausses images des modernes sur la Grèce. Il n'y a aucune justification de l'esclavage en Grèce. L'esclavage, c'est une question de fait qui, en dernière analyse, se ramène à la force. Et il ne pouvait pas y avoir de justification de l'esclavage. Les enfants grecs sont élevés en apprenant Homère. Ils apprennent par cœur. Or, dans Homère, bon, on parlera tout à l'heure d'Homère, j'espère, dans Homère, les personnages les plus émouvants et les plus humains, ce ne sont pas les Grecs, ce sont les Troyens. C'est Hector. La vraie figure tragique, héroïque de l'Iliade, c'est pas Achille, c'est Hector qui va être tué. Et Achille, bon, je dérape, mais peu importe. Achille ne bat pas Hector parce qu'il est le plus fort. Il le bat parce que la déesse Athéna est à ses côtés pendant la bataille, elle triche, elle se présente à Hector sous la forme d'un de ses compagnons d'armes. Hector se dit, bon, à deux, on pourra venir à bout d'Achille. Et puis au moment critique, Athéna disparaît et Hector se trouve face à Achille. Bon. Il y a Andromaque, qui est une figure extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Andromaque, dans les fameux adieux à Hector, qui sont dans le 5e chant, je crois. Bon. Elle dit, tu vas encore à la guerre, tu vas être tué, et ta femme va être esclave. Et ce petit-fils, petit enfant, Astyanax, le garçon qui a peur devant le... zut. Comment s'appelle le truc des guerriers sur les têtes. Le cimier de son père, excusez-moi. Bon. Cet enfant, donc, qui a peur devant le cimier de son père et la queue de cheval qu'il y a là-dedans qui pleure, dit, cet enfant aussi sera esclave. C'est-à-dire, les Grecs savent qu'un roi peut devenir esclave. Donc, il ne peut pas y avoir de justification de l'esclavage. Il y a des gens qui ont perdu à la guerre et qu'on a réduit à l'esclavage, c'est tout. Ils n'ont pas des âmes inférieures. Le premier qui donne une justification, il faut attendre la fin du IVe siècle, c'est Aristote, qui donne une justification très étrange, pour qui, en disant que les esclaves sont ceux qui ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Quand on y réfléchit beaucoup, on se dit, bon, mais après tout, c'est vrai, parce que même si on en fait des citoyens libres, s'ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes, ce seront des esclaves des politiciens, des démagogues, de je ne sais pas qui, des chefs de parti, des capitalistes, de n'importe qui. Bon, mais peu importe. Mais le même Aristote dit, ce qui prouve combien il était ambigu sur la question, que si nous avons des esclaves, parce qu'il faut qu'ils fassent les travaux banosiques, qui sont indignes, les travaux bas, indignes d'un citoyen, mais si nous avions des machines à tisser, nous n'aurions pas besoin d'esclaves. Et c'est une phrase que Marx cite. Or, avec l'informatique, comme d'ailleurs avec la technique moderne, et ça on le voit maintenant, bon, de plus en plus le travail banosique devient superflu, ou alors on leur allègue effectivement aux esclaves des sociétés modernes que sont les immigrés, n'est-ce pas? Bon, ça c'est encore une autre chose. Bon. Mais avec l'informatique, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut confier toute une série de fonctions dites d'État ou d'administration simplement à des machines surveillées par des citoyens. Et là encore, si vous voulez, supprimer une énorme partie de travail qui s'arroge des apparences politiques, alors qu'il n'est pas politique, il est simplement administratif, et laisser aux citoyens le soin de décider des vraies questions politiques. Je crois en effet, quand on lit les poèmes, c'est pas seulement les poèmes homériques, je viendrai par la suite, je pourrais prendre encore deux exemples, Hérodote et la tragédie. Quand on lit les poèmes homériques, on est tout à fait frappé, parce que les Troyens, à aucun moment, ne sont posés comme inférieurs aux Grecs. On pourrait même dire que les Grecs sont posés comme inférieurs aux Troyens, puisque finalement, jamais ils n'arrivent à avoir le dessus vraiment. Et si on dépasse, mais on prend tout le cycle mythique, finalement, comment ils arrivent à venir à bout des Troyens? Uniquement par une ruse. C'est le cheval de Troie. Ils n'arrivent jamais à les battre. Et bien entendu, Priam est une figure d'une majesté fantastique, enfin l'avant-dernier chant de l'Iliade, quand il va vous demander le corps de son fils, et Andromaque, etc. Il y a des philologues de mes amis qui ont fait un calcul en disant... Les comparaisons que fait si souvent Homère quand il dit
les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, se sont répandus sur la plaine comme un troupeau de taureaux ou de loups, etc. Et que parfois il y a des comparaisons pour les Troyens qui sont un peu désobligeantes. Il y a une phrase où peut-être les Troyens sont comparés à un troupeau de mouches qui se bat sur le reste. Mais c'est la seule trace qu'on peut en trouver. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Les tragiques, les Perses, vous avez cité tout à l'heure. Eh bien, en effet, à aucun moment dans la tragédie, les Perses d'Échille, qui est représenté à Athènes pendant que les hostilités avec les Perses ne sont pas encore terminées. Je ne me souviens plus de la date exacte de la représentation, mais on est avant ce qu'on a appelé la paix de Simon, n'est-ce pas? Donc il y a des Athéniens, d'autres Grecs qui se battent en Asie mineure, libèrent Chypre, etc., les colonies grecques d'Asie mineure. Bon. À aucun moment les Perses ne sont dénigrés dans la tragédie. On parle de leur bravoure, on parle de comment ils se sont battus, etc., etc. Et pourquoi il y a eu la catastrophe pour les Perses? À cause de l'hubris de Xerxès. Hubris, mot grec irremplaçable. Orgueil, c'est trop faible pour le dire. Hubris, question de philosophie très profonde. C'est pour ça que la philosophie n'est pas terminée, parce que finalement, il y a 2500 ans qu'on écrit sur les Grecs, et il y a, quand on creuse, il y a des choses élémentaires qui sautent aux yeux que les gens n'ont pas vues. Qu'est-ce que c'est que l'hubris? Bon. Les Grecs sont libres, créent la liberté, et savent en même temps qu'il y a des limites. Mais ces limites ne sont pas fixées d'avance. Il n'y a pas une table des lois. N'est-ce pas? Bien sûr, il y a des règles de morale, etc., etc. Mais par ailleurs, personne ne peut savoir d'avance s'il ne va pas trop loin. Et pourtant, il doit le savoir. Et quand on va trop loin, c'est l'hubris. C'est la démesure. Et cette hubris, elle est punie par une sorte d'ordre impersonnel du monde, qui ramène toujours tout ce qui veut être en excès, dépasser l'ordre. Bon, le ramène en prenant le contre-pied, c'est-à-dire en l'abîmant, en le jetant dans l'abîme, en le détruisant. La catastrophe fait tout aussi partie du monde grec, n'est-ce pas, que la création. Bon. Et dans les Perses, Xerxès est un hubriste. C'est quelqu'un qui est possédé par l'hubris, et c'est lui qui a détruit la Perse. Les Perses ne sont pas méchants. Et dans l'historien Hérodote, les descriptions qu'il fait de la Perse sont absolument incroyables. Il présente les Perses comme beaucoup meilleurs que les Grecs. Il dit qu'ils n'enseignent à leurs enfants que 3 choses: monter à cheval, tirer à l'arc et dire toujours la vérité. Voilà. Et il dit c'est l'éducation idéale. Et il y a une fantastique anecdote dans Hérodote qui montre combien ils avaient compris déjà la relativité des cultures, où c'est le roi, le grand roi Darius, qui veut faire une sorte d'expérience comme ça. Alors il a des Indiens d'une certaine tribu, et il les amène, et il leur demande: qu'est-ce que vous faites de vos morts? Et les Indiens regardent. Évidemment, nous les mangeons. Est-ce que vous ne voudriez pas les brûler? Leur dit Darius. Les Indiens lèvent les mains en ciel et disent: au grand roi, enfin, ne blasphème point, comment pourrait-on faire cet acte immonde qui serait de brûler les morts? Très bien, dit Darius, et il amène les Grecs. Et il dit: qu'est-ce que vous faites de vos morts? Les Grecs disent: évidemment, on les brûle. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux de les manger? Les Grecs, évidemment, sont absolument frissonnent à l'idée possible. Et Hérodote dit: voilà, ce qui est bon pour les Grecs, c'est absurde pour les Indiens, et vice-versa. Et c'est la première tentative qu'on a de voir un ensemble de cultures du point de vue intérieur à chaque culture, n'est-ce pas, sans dire c'est des païens, des antéchrists, des ennemis du peuple, des barbares, des sauvages. Non, c'est leur coutume. Ils sont comme ça. Ce qui n'empêche pas Hérodote d'être grec et de penser que, bon, nos coutumes sont peut-être pour nous meilleures. Et, bon, je ne sais pas si on peut aller plus loin. Moi, j'irai plus loin, mais enfin, ça, c'est une autre chose. Pas pour les Grecs anciens.
Oui, encore que... C'est sûr. Ça, c'est sûr. Les barbares sont ceux qui ne sont... Et précisément, ça, c'est la nomenclature, si vous voulez, qui doit être là. Elle n'est pas là chez Homère, n'est-ce pas, qui doit naître vers le VIe siècle. Et toute la tentative du grand Ve siècle, où se font les choses les plus extraordinaires, qui est l'apogée, le quatrième, c'est la décadence déjà, c'est de briser cette opposition. 94. Donc, Oui, il y a donc cette opposition grecque barbare qui surgit quelque part au 7e, au 6e, je ne sais pas très bien, qui continue d'ailleurs d'être là, mais tout l'effort du 5e siècle, c'est d'ébranler cette distinction. Et Hérodote, c'est cela. Les philosophes aussi, du 5e, le grand Démocrite, qui dit que, déjà avant, Xénophane au 6e, qui dit que si les Éthiopiens ont des dieux, ces dieux sont noirs. Et si les chevaux avaient des dieux, ce dieu serait un cheval. Bon, c'est-à-dire qui essaye de montrer combien l'image du monde de chaque société est création de la société elle-même, n'est-ce pas? Penser que même les contemporains n'osent pas encore tout à fait s'approprier et voir ce qu'elle veut dire. Et Démocrite, qui met en avant précisément le fait que les affaires humaines sont des affaires de ce qu'il appelle nomos, c'est-à-dire institution-convention, et qui dit même des choses beaucoup plus radicales que cela sur le plan philosophique. Hérodote aussi, et les tragiques aussi, n'est-ce pas? Et pour les Grecs, il y a deux peuples qu'ils admirent parmi les prétendus barbares. Ils les admirent et ils en parlent tout le temps, ils en sont obsédés. Et c'est pas étonnant. Ces deux peuples, c'est les Égyptiens d'un côté, c'est les Perses de l'autre. Pourquoi les Égyptiens et pourquoi les Perses? Bien, les Égyptiens, parce que c'est une civilisation très ancienne et il y a un savoir très ancien. Et ça passionne les Grecs. Faut pas oublier tous les voyages qu'on raconte, vrai ou faux, on impute à Thalès le fait qu'il a voyagé en Égypte, etc., etc. Et on sait que les Égyptiens étaient très avancés en géométrie pratique, si je peux dire. Bon. La démonstration des théorèmes, c'est les Grecs qui l'ont inventé en créant la géométrie. Mais les Égyptiens savaient que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des angles. Mais ils prenaient des ficelles pour le montrer. Bon, les autres, ils ont soit un carré, bon, un triangle, etc. Donc les Égyptiens les fascinés du point de vue de l'Antiquité et du savoir, d'un savoir qui est là depuis des siècles et des millénaires. Et les Perses les fascinaient du point de vue du pouvoir, parce qu'ils avaient créé l'Empire. Quand les Grecs disent le roi, il n'y a pas besoin d'adjectif qualificatif. Le roi, c'est le grand roi, c'est-à-dire c'est le roi des Perses. C'est Darius, Xerxès, etc., etc. Et ils ont... On ne peut pas... Bon, par moments, ça revient encore chez Xénophon, que les barbares, etc., etc. Mais certainement, pour les Grecs, les Égyptiens et les Perses sont des peuples qui sont absolument au même niveau qu'eux. Il y a strictement... et c'est à partir de là que... Oui, oui. Alors là, c'est le sort de la démocratie athénienne. C'est le sort de l'évolution de cette collectivité qu'on peut retracer au plan politique déjà aux origines vers 700. Commencent déjà des mouvements dans les démos qui limitent le pouvoir de l'aristocratie, imposent certaines magistratures, etc., et qui continuent à travers tout ce qu'on sait, et qui s'épanouit à partir de 508-506 avec la révolution de Clisthène, on va vous en parler, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire, puisque Clisthène redistribue politiquement la population de l'Attique pour que ce soit équilibré. C'est pas un Pol Pot, c'est-à-dire il ne fait pas bouger les gens, il ne leur change pas des noms, mais il dit que la division politique de l'Attique, c'est autre chose que la division professionnelle ou la division géographique. Voilà, c'est tout. Et au 5e siècle, donc, c'est l'apogée, et puis il y a la guerre du Péloponnèse, 431, dans laquelle le début de la guerre du Péloponnèse, c'est effectivement une tragédie. Thucydide le dit très bien.
C'est-à-dire que peu importe les prétextes que les lacédémoniens ont utilisés pour déclarer la guerre, la vraie cause de la guerre des Thucydides, c'était le fait que les lacédémoniens ne pouvaient pas supporter la puissance croissante des Athéniens et ils ont considéré qu'à un certain moment, il fallait arrêter cela. Bon. Les Athéniens eux-mêmes, effectivement, ils étaient pris dans un jeu impérial, ça c'est sûr. Je ne veux pas dire impérialiste parce que c'est mélanger les termes. Enfin, dans un jeu de pouvoir, ils avaient une confédération très puissante. Ils ne voulaient pas la réduire pour faire plaisir aux lacédémoniens. Il y avait d'ailleurs toute une série d'autres choses qui étaient liées avec cela. Pas tellement les intérêts économiques, je pense. Même pas du tout. Enfin, il y avait le fait que la puissance de la cité était liée à cet empire. Et Périclès, qui était à l'époque le politicien le plus important, savait de quoi il s'agissait. Ces discours dans Thucydide, peu importe s'ils sont littéralement exacts, savait que les autres vous en veulent, non pas pour ce qu'ils disent, mais parce que vous avez cette puissance. Donc on ne peut pas éviter la guerre. Mais en même temps, il avait toute une conception stratégique de cette guerre qui était qu'il ne faut jamais essayer d'affronter les Spartiates directement. C'était la guerre à l'Angleterre, si vous voulez. Nous sommes une puissance maritime, une guerre d'attrition, d'épuisement de l'adversaire. Nous ne craignons rien, etc. Bon. Et aussi longtemps que cette politique de Périclès a été suivie, les Athéniens ont été gagnants dans la guerre. Et puis à Lubris, il y a 415, ce jeune Alcibiade, qui persuade les Athéniens qu'ils peuvent se créer un autre empire en Sicile. Alors l'expédition en Sicile, c'est comme si la France aujourd'hui décidait tout d'un coup qu'elle va aller conquérir l'Indonésie. C'est à peu près ça, parce que l'Indonésie est très riche, a du pétrole, etc., etc. Or, ils entreprennent cette expédition, qui pendant longtemps balance comme ça, et puis, bon, la flotte détruite. Et là, en fonction de ce fait, et en fonction aussi de tout ce qui s'est passé pendant la guerre, Thucydide le décrit admirablement, la corruption amenée par la guerre, pas la corruption au sens que les gens prenaient de l'argent. Il y a un admirable chapitre chez Thucydide, très moderne, où il dit comment les mots ont perdu leur sens dans la guerre. Parce que la guerre entre les Athéniens et les Spartiates, la guerre du Péloponnèse, était en même temps une guerre civile. Les démocrates dans toutes les cités soutenaient les Athéniens, les aristocrates soutenaient les Spartiates. C'était une guerre civile. C'est une guerre entre les démocrates et les aristocrates en Grèce, représentée par ces deux puissances. Et chaque fois que les Athéniens conquéraient une cité, ils installaient la démocratie, si je peux dire. Ils mettaient le démos au pouvoir, et chaque fois que les Spartiates revenaient, ils réinstallaient les oligoi, les peu nombreux, c'est-à-dire les aristocrates. Bon. Et Thucydide dit que même la langue a été complètement corrompue, parce que les mêmes mots étaient utilisés par les deux parties contraires pour dire en apparence la même chose et en vérité des choses tout à fait contraires. Ça vous rappelle rien, ça? Hein? Est-ce que M. Mengistu n'est pas un grand démocrate? Bon, ou est-ce que je ne sais pas qui, enfin, etc. Tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour le socialisme, tout le monde est pour le bien commun, et les mots ne veulent plus rien dire. Nous vivons une guerre civile en Occident qui a commencé je ne sais pas quand, et qui a fait qu'il y a cette usure énorme du langage. Mais pour revenir aux Athéniens, à partir de ce moment-là, le démos des Athéniens n'est plus le démos de la grande époque. Il y a une révolution oligarchique, le démos se réinstaure, les Athéniens remportent encore une série de batailles, font des choses fantastiques, et puis de plus en plus, on voit que le démos a cessé de savoir décider, et finalement, c'est la catastrophe de 404 qui est due à des erreurs des Athéniens, mais qui ne sont pas des erreurs au sens de calcul, c'est des erreurs politiques profondes qui sont commises pendant la dernière phase et qui sont toutes reliées à l'hubris. Au fait de ne pas savoir se limiter, ne pas savoir dire que c'est jusque-là qu'on peut aller et pas plus loin. Je disais tout à l'heure quelque chose sur l'importance philosophique de l'hubris, voilà. Je crois que cette notion est très importante pour nous tous. Parce que ce qui importe dans notre vie pour notre conduite, ce n'est évidemment ni les cas où on peut décider par la logique, ni les cas où il y a une règle claire, éthique, je ne sais pas, ou légale, qui nous dit il ne faut pas faire ça, ou divine. Bon, alors le christianisme abolit la notion de l'hubris. Il y a le péché, parce que Dieu a dit cela,
tu as fait le contraire, tu es dans le péché. Mais pour un grec, les dieux n'ont rien dit. Les dieux, ils s'occupent de leurs affaires, de temps en temps ils interviennent dans les affaires humaines quand ils aiment un tel ou détestent tel autre, mais ils n'ont rien dit. Vous avez à vous décider vous-même, vous savez qu'il ne faut pas aller trop loin, mais vous ne savez pas où est la limite. C'est-à-dire, quel est le point où vous atteignez la réalisation de votre être pleine de toutes ses potentialités, et quel est le point au-delà duquel vous basculez dans l'excès, dans l'hubris, et où là, sans doute, le précipice vous attend, n'est-ce pas? Et ça, les Athéniens n'ont pas su le faire après 415. Et ça a été la fin de la démocratie, et bon, c'est la période de la décadence qui s'ouvre, qui a produit encore des choses extraordinaires, ça c'est pas le problème. On parle des Grecs, il y a quelqu'un que moi j'aime pas particulièrement, qui appartient au IIe siècle après Jésus-Christ, tout d'un coup ça m'est venu l'autre jour, c'est Plutarque. Nous avons un genre littéraire qui s'appelle la biographie. D'où ça vient? C'est Plutarque. Comme la tragédie des Grecs, bon, comme la philosophie. Mais la biographie, ça vient de Plutarque. Et c'est encore le IIe siècle après. Oui, c'est quelque chose d'immense, bien sûr, parce que à partir, disons, même avant la Renaissance, chaque siècle européen, je dis siècle conventionnellement, s'est forgé une image de la Grèce. Et il s'est forgé une image selon son imaginaire propre. Il y a une part énorme de projection et de mauvaise interprétation qu'il y a là. Bon, alors là, bien sûr, philosophie, question, qui êtes-vous pour dire, et vous-même, vous n'interprétez pas, enfin, bien sûr. Bon, mais au moins il faut abattre les cartes et dire pourquoi. Alors, il faut dire aussi autre chose. Je veux dire que le travail fait par l'Occident sur la Grèce est fantastique. Sans ce travail, nous ne saurons rien, ou presque, parce qu'il y a encore dans le Mont Athos des manuscrits qui sont gardés par les moines, là, et on ne sait pas ce qu'ils ont, pratiquement, ces manuscrits. Ils ont peut-être des textes que nous avons perdus. Bon. C'est pas les Byzantins, après, je veux dire, après la conquête turque, enfin la suite, qui nous aurait appris quelque chose. Donc il y a un énorme travail historique, philologique, archéologique, qui nous a appris des choses. Et en même temps, il y a d'abord un ensemble de misrepresentations, comme on dirait en anglais, de fausses représentations, où on voit de façon flagrante l'ancrage des philologues les plus savants, des interprètes les plus savants à l'imaginaire de leur époque. Une de mes interprétations, c'est par exemple, bon, on l'a cité tout à l'heure, Aristote écrit la constitution des Athéniens, les autres écrits, constitution d'Athènes. Pourquoi? Parce que, pour les modernes, une unité politique, c'est une unité territoriale. Hein? Et dans Shakespeare, quand Antoine s'adresse à Cléopâtre, il lui dit Egypt, n'est-ce pas? Et quand un roi d'Angleterre adresse un roi de France, il lui dit France. Bon, le roi c'est le pays, et le pays c'est le roi, et les autres sont des serfs de ce roi. Bon, or les Athéniens, c'est les Athéniens. Et il n'y a pas de constitution d'Athènes, il y a une constitution des Athéniens. De même, police. Il y a là une chose énorme. Surtout, en français encore ça va, on dit la cité. Les Anglais, c'est un peu... Mais les Allemands, qui ont été les grands maîtres de la philologie grecque pendant 150 ans, comment ils ont traduit police? Der Staat, l'État. Bon. Or, je possède un numéro du journal théorique des SS-Jugend daté de juillet ou septembre 1939. Parce que les nazis, ils avaient fait aussi ce commerce. Ils essayaient de se représenter comme les continuateurs de l'esprit grec, etc. C'est une énorme mystification. Bon. Et en effet, dans le fameux discours de Périclès, l'épitaphe, le discours sur les morts de la première année de la guerre, si chaque fois que Périclès dit polis, vous remplacez le mot polis par le mot État, vous avez un discours fasciste. C'est-à-dire, chacun de ces jeunes, dit Périclès, est mort pensant qu'il est bon de mourir pour la police. La police, c'est quoi? C'est les Athéniens.
C'est-à-dire de mourir pour ses concitoyens concrets. Dans l'allemand, devient chacun est mort pour l'État. N'est-ce pas? Bon. Autre chose, vous avez tout le temps des livres, c'est plus subtil, mais ça couvre un problème énorme, publiés par des savantissimes professeurs, intitulés La tragédie grecque. Or, la tragédie grecque, c'est un objet inexistant. Il n'y a pas quelque chose qui soit la tragédie grecque. Il n'y a de la tragédie qu'à Athènes, et il y a de la tragédie à Athènes parce que Athènes est une cité démocratique, et la tragédie est une institution qui fonctionne, jouant un rôle tout à fait fondamental dans la démocratie, parce que la tragédie rappelle constamment l'hubris. C'est ça la leçon essentielle de la tragédie. Bon. On parlait de la tragédie grecque, c'est ne rien comprendre. Parce que du théâtre, il y a eu partout. Il y a un merveilleux théâtre japonais, il y a un merveilleux théâtre chinois, il y a le théâtre indien est fantastique. À Bali, il y a des représentations de théâtre fantastiques. Ce n'est pas les Grecs qui ont inventé le théâtre, c'est un mensonge. Mais les Grecs ont créé la tragédie qui est tout à fait autre chose, n'est-ce pas? Alors, vous avez donc l'incapacité de saisir la spécificité de ce monde. Et ça apparaît aussi dans un autre discours qui est là depuis la fin du XVIIIe avec le philosophe écossais Ferguson, qui est repris par Benjamin Constant, puis par Fustel de Coulanges, sur le rapport de l'individu et de la collectivité. C'est-à-dire, quand ils disent que les Grecs anciens ne connaissaient pas l'individualité et que l'individu était totalement résorbé par la collectivité. Ce qui est une image entièrement fausse. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que l'individu, ce qui est la vérité d'ailleurs, un véritable individu ne peut exister que dans un certain type de collectivité. Bien sûr, n'importe qui est un individu sur le plan descriptif, n'est-ce pas? Le sujet, le pauvre paysan chinois, sujet de l'empereur Song, c'est un individu, il a un nom, il est lui, enfin, il a des empreintes digitales. Bon, on ne veut pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas un individu au sens qu'il fera exactement la même chose que les autres, ce que les autres lui ont appris. Pour qu'il y ait vraiment des individus, il faut que la collectivité bouge. Et pour que la collectivité bouge, il faut que les individus déjà commencent à devenir différents. Les deux choses vont ensemble. Bon. Et c'est ça qui se passe en Grèce. Or ça, on ne le voit pas. Et on continue à parler du fait que c'était gentil, la démocratie athénienne. Le Parthénon, c'est pas mal. Bon, d'accord, il reste quelques colonnes. Bon. Mais enfin, tout ça a été payé au prix de l'absorption de l'individu par la collectivité, ce qui est absurde. Moi, je voudrais bien voir des individualités dans le monde contemporain, comme Sophocle, comme Aristophane, comme Socrate. Des individualités aussi fortes, aussi marquées. Alors, les mésinterprétations ont pris, bon, toute une série de tournants, on le sait. Bon, bien entendu, il y a d'abord l'énorme accrétion chrétienne. Ça commence déjà avec les pères de l'Église. On a essayé de montrer que la philosophie grecque préparait déjà la venue et le message du Christ. Ce qui donne le résultat très étrange suivant. Vous savez, une énorme partie, presque tous les fragments des philosophes qu'on a précédant Platon, c'est des fragments, on n'a pas leurs œuvres. C'est une perte énorme. Comment on les a, ces fragments? La plupart du temps, on les a parce qu'un père de l'Église, pour démontrer que quelque chose de ce qu'on appellera par la suite la lumière naturelle était déjà là chez les Grecs, et la providence dans la philosophie grecque avait préparé le terrain pour l'acceptation du message du Christ, cite telle phrase d'Héraclite. Je ne veux offenser personne, mais c'est comme si, après une invasion de la Terre par des Martiens qui ne connaissent pas la musique et n'aiment pas la musique, ces Martiens ont utilisé des masses de disques 33 tours comme objet décoratif, n'est-ce pas? Bon, et puis nous revenons après et nous trouvons là-dedans un morceau qui donne une petite partie de la 7e symphonie, une autre partie d'autre chose, n'est-ce pas? Des choses qui ont été sauvées pour des finalités qui étaient tout à fait autres. Et après, quand ça recommence avec Thomas d'Aquin et toute la redécouverte grecque, toute la tentative, c'est de montrer qu'Aristote peut s'accorder avec la vue théologique. Ou après, bon, avec la Renaissance, ça commence déjà à changer. Et la grande secousse critique
de la Renaissance, c'est incontestablement le retour en force de l'étude des Grecs et aussi, il ne faut pas l'oublier, le retour du droit romain, qui a été très très important. Bon, la découverte, le travail sur le droit romain fait par les Italiens à l'école de Bologne, etc. Mais après, on voit à chaque fois, on voit les rois et les reines de Racine, n'est-ce pas? Andromaque de Racine, une très belle pièce. Mais enfin, bon, l'interprétation, les rois et les reines de la Grèce, c'était comme la cour de Versailles. Bon, au 19e, il y a des choses qui tirent vers la version libérale, humaniste, mielleuse. On vit encore sous cette image atroce de la Grèce, pays de la mesure, pays de la lumière, de l'harmonie, des formes, etc. Tout ça, c'est une ânerie absolument sans fond, n'est-ce pas? La Grèce, c'est le pays du meurtre, c'est le pays de l'inceste, c'est le pays où Oedipe, pour découvrir la vérité, il doit crever ses yeux. Bon, il n'y a pas... Si les gens ne comprennent pas des symboles aussi parlants, que peut-on faire? Le moment où Oedipe découvre la vérité, c'est le moment où il se crève les yeux. Et c'est quoi la vérité? C'est qu'il a tué son père et couché avec sa mère. Et c'est ça la vraie conception grecque. C'est-à-dire, en Grèce, l'ordre, la mesure est gagné contre la réalité. Ce n'est pas la donnée initiale. D'où l'obsession des Grecs avec des proverbes qui peuvent paraître banals. Rien de trop, n'exagérons pas, etc. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas, il y en a peut-être, je ne vois pas des Suisses ou des Hollandais ayant des proverbes, surtout il ne faut pas des choses de trop, parce que les gens ne sont pas portés des choses. Ce peuple est obsédé, le peuple grec est obsédé par le fait qu'on peut faire trop de quelque chose, parce que c'est ça, sa tendance naturelle, et c'est ce qu'il fait toujours. C'est un peuple qui a l'hubris en lui-même et qui a compris que l'être humain, ou bien est un agneau dans un troupeau, ou bien il a l'hubris. C'est-à-dire... Oui. Et alors, cette connaissance des Grecs que l'être humain est hubris va de pair avec précisément une autre saisie du monde, de l'univers, où les modernes aussi ont déraillé complètement par rapport aux Grecs dans leur interprétation des Grecs. Ils pensent que les Grecs ont pu faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont pensé à une belle et harmonieuse nature qui est toute ordonnée. Or, c'est pas ça que les Grecs pensent. Au départ, il y a par exemple le monde de la théogonie d'Hésiode. Bon, au départ, il y a le chaos. Le chaos, c'est le vide, dans son sens originaire. Et puis, c'est aussi le chaos au sens où nous le disons. C'est-à-dire le fantastique mélange de tout, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans les philosophes présocratiques, chez Empédocle, etc. Bon. L'image des Grecs est qu'il y a un fond indicible du monde, chaotique, et que sur lequel règne une seule loi, c'est ce qu'ils appellent l'ananké, la nécessité. Bon, il y a une nécessité. Et cette nécessité, c'est peut-être Anaximandre qui l'a le mieux exprimé dans un fragment qu'on connaît encore par un père de l'Église, où il dit que c'est de là que vient la jeunesse des êtres, vers là aussi va leur destruction, parce qu'ils doivent apparaître et disparaître les uns après les autres pour payer la rançon de leur injustice. C'est une vue profondément pessimiste. C'est une vue suivant laquelle exister, c'est déjà être injuste. N'est-ce pas? C'est ce qui fait dire à Sophocle, à la fin d'une de ses tragédies, dans le Chœur qui termine, je crois que c'est l'Oedipe Apollone, une chose est la meilleure de toutes, ne pas être né. Et la seconde en ordre, the second best, comme on dit en anglais, c'est une fois qu'on est né, mourir le plus tôt possible. C'est ça la vue grecque. C'est un monde chaotique sur lequel règne cette nécessité et où il y a aussi, comme monde que nous vivons, un cosmos, c'est-à-dire un ordre. Mais cet ordre repose sur un désordre fondamental. Et c'est une vue qui est aussi très moderne d'un certain point de vue. Enfin, je veux dire, le mieux de la physique et de la biologie contemporaine ne peuvent qu'aller dans cette direction. Et c'est parce qu'ils ont cette vue du monde et cette vue de l'être humain qu'ils peuvent créer la philosophie et la démocratie. C'est-à-dire que la philosophie présuppose que le monde n'est pas néant,
n'est pas chaos total. Autrement, on a tout au plus le bouddhisme. Mais qu'il y a un certain ordre. Mais que cet ordre n'épuise pas tout. C'est pour ça que nous pouvons penser dessus, corriger notre pensée, etc., n'est-ce pas? De même que les affaires humaines peuvent être ordonnées, mais elles doivent être toujours ordonnées contre la tendance des êtres humains vers l'hubris, etc. Donc il faut une loi, et cette loi, bon, ça c'est l'autre aspect, c'est la création de la collectivité. C'est pas la création de quelqu'un. Les Grecs n'ont pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Je ne connais pas un philologue qui ait tiré la conclusion de ce fait. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Il n'y a pas de prophète. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des législateurs, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré. Et ça repose précisément sur cette vue du monde dans laquelle les dieux ont une place tout à fait déterminée. Les dieux, en un sens, vont et viennent. Il y a les générations. Il y a Ouranos et Gaïa, ils sont tués, enfin ils sont éliminés, pas tués, parce qu'ils sont immortels, excusez-moi. Enfin, ils sont détrônés par Cronos en fonction d'un cri, mais Cronos lui-même est détrôné par son fils, et Prométhée menace Zeus, le fils de Cronos, dans la tragédie d'Échille. Toi aussi, tu seras détrôné. Et Zeus envoie Hermès pour connaître de Prométhée qui va le détrôner. Et Prométhée refuse de répondre. Donc, les générations, les dieux sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Ils sont nés à un certain moment, et leur pouvoir est passager. Et la très belle histoire dans Homère qui nous ramène à la démocratie athénienne, au tirage au sort des magistrats, c'est quand Poséidon, le Neptune, le dieu de la mer, rappelle comment a été fait le partage initial de l'empire entre les trois grands dieux, Zeus, Jupiter, Poséidon, le dieu de la mer, et Hadès, le dieu des enfers. Et il a dit, on a tiré au sort. Et tu as eu le ciel et le pouvoir suprême parce qu'on a tiré au sort. On a jeté des dés. Donc même dans cette disposition de l'univers divin, il y a cet élément aléatoire. Si c'est Zeus que nous adorons comme le chef suprême, c'est pas par des vertus intrinsèques de Zeus. Il y a eu un coup de dé au départ.